Donc là, je vais vous présenter quelques résultats pour les différents scénarios testés qui vont alimenter en fait la construction de l'outil simplifié qu'on va mettre en place, qu'on met en place pour les utilisateurs. Donc, un petit rappel sur la démarche. Donc, on a implémenté le modèle, on a testé différents scénarios et pour chaque scénario, on a estimé les différents indicateurs pour prédire la contamination des opérateurs, des aliments, des surfaces, etc. Et puis, on compare des résultats entre ces différents scénarios et tous ces résultats-là vont alimenter la construction de l'outil. Donc, pour chaque scénario qu'on définit, il faut savoir qu'il y a, au vu de la quantité d'informations qu'on a recueillies jusqu'ici, donc il y a nombreux paramètres chiffrés à inclure dans le modèle. Et puis, à la sortie de ces simulations, on peut avoir l'estimation des différents indicateurs. Donc là, je vous cite quelques exemples seulement. Par exemple, le nombre de personnes infectées quotidien ou le nombre de personnes infectées asymptomatiques, symptomatiques selon les différents stades, etc. au cours du temps et ou cumulés après une période. Mais aussi, par rapport à la contamination des surfaces et des aliments, on peut déterminer la proportion de surfaces et ou des aliments contaminés dans l'atelier à un jour donné ou au cumulé après une certaine période. Est-ce qu'il y a, pour savoir s'il y a une présence d'un pic épidémique ou pas, et ou le nombre d'opérateurs absents, car malades, etc. Donc, je ne vais pas tout présenter ici aujourd'hui. Donc, juste pour illustrer quelques scénarios. Donc, on va commencer par le premier. Donc, on appelle ça le scénario de référence. Alors, le scénario, c'est qu'on a défini un atelier avec cette dimension-là, donc 21 mètres fois 26 mètres avec une hauteur de 5 mètres avec le fonctionnement comme je décrivais tout à l'heure. Et là-dedans, on va retrouver en fait deux tapis convoyeurs de 14 mètres de longueur. On va imaginer un établissement avec 100 personnes de l'établissement, avec une personne qui est infectée initialement au premier jour. Euh, on va considérer qu'il y a 80% des opérateurs qui portent correctement le masque, par exemple, un masque chirurgical avec une certaine efficacité. On considère également que les personnes infectées, il y a 67% des personnes infectées vont développer des symptômes et s'ils développent des symptômes, il y a 83% qui deviennent absents du travail. Donc, ce scénario-là a été simulé pour les différents pas de temps. Donc là, ici, on a simulé pour chaque 5 minutes. C'est-à-dire, on regarde ce qui se passe toutes les 5 minutes au niveau des opérateurs, de l'air, des morceaux de viande, des surfaces, etc. Et la simulation est faite pour 42 jours. Donc, pour illustrer quelques résultats, donc, premièrement, sur la contamination des opérateurs, donc, une sortie qu'on peut regarder, par exemple, c'est l'évolution du nombre de personnes infectées au cours du temps et en fonction de leur statut sanitaire, c'est-à-dire en fonction de leur phase d'infection. Donc, sur ce graphique-là, donc, les nombres de personnes infectées au cours du temps, sur 42 jours, on retrouve, par exemple, sur cette courbe-là, c'est le nombre de personnes infectées cumulées après les 42 jours. Mais on retrouve aussi l'évolution du nombre de personnes infectieuses qui sont soit symptomatiques, soit asymptomatiques ou dans la période pré-symptomatique. On retrouve également les personnes qui ne sont plus infectieuses parce qu'ils sont dans la phase post-symptomatique ou qui ne sont pas encore infectieuses parce qu'ils sont dans la phase latente. Il y a aussi un autre indicateur qu'on peut retrouver aussi sur ce type de graphique, c'est on peut estimer en fait la proportion sur les différentes sources de contamination. Là, par exemple, sur cette barre là qu'on retrouve ici, on voit que au niveau de la source de contamination, la majorité pardon, des contaminations viennent de la contamination via l'air c'est-à-dire à l'intérieur de l'atelier. Et aussi, on retrouve aussi des contaminations en raison des activités en communauté ou par rapport à la situation épidémique régionale. Euh,
Je viens de vous présenter pour ce scénario, mais en fait, c'est ce graphique que je vous ai présenté. En fait, ça représente seulement une simulation pour ce même scénario, sachant que pour exactement le même scénario, avec exactement les mêmes paramètres d'entrée, comme on a plusieurs sources de variabilité à prendre en compte, donc il nous a fallu faire plusieurs simulations, donc en l'occurrence plus de 100 simulations qui ont été nécessaires en fait toujours pour le même scénario. Euh, à la fin de toutes ces simulations-là, on a dû estimer en fait des indicateurs moyens pour pouvoir synthétiser les résultats des centaines de simulations. Et ensuite, si on veut changer de scénario, et qui dit changer de scénario, dit changer aussi les valeurs de paramètres d'entrée. Et donc là, c'est-à-dire on refait toutes ces simulations-là pour chaque scénario qu'on veut tester. Et pareil, on va estimer des indicateurs moyens pour synthétiser les résultats. Et c'est là-dessus, on va pouvoir comparer entre les différents scénarios. Alors, le scénario qu'on change, ça va nous permettre en fait de regarder les différences entre les paramètres d'entrée. Ça nous permet du coup de comparer, d'évaluer, on va dire, les effets de tel ou tel paramètre sur la contamination finale. Et je vous présente ici, par exemple, l'effet de la distanciation physique sur la contamination. Donc, comment on a fait dans le modèle, c'est-à-dire on essaye de changer la distance entre opérateurs, c'est-à-dire dans une situation un peu hypothétique d'un point de vue simulation, même si c'est pas forcément réaliste. Mais si on veut maintenir le même nombre d'opérateurs, mais on utilise des tapis qu'on voyait un petit peu plus longs. Si on fait varier la longueur de ce tapis, ça nous permet en fait de faire varier la distance entre entre les personnes dans la salle. Et le premier indicateur que je voulais vous présenter, c'est par rapport à la contamination des surfaces. Sachant que là, quand je dis des surfaces, il faut comprendre par des surfaces inertes. Donc, on peut citer par exemple les surfaces des tapis convoyeurs que vous voyez à l'écran et aussi des surfaces qui sont des équipements, donc les emballeuses, les baquetteuses, etc. Alors, les surfaces là sont divisées par des petits carrés. Il faut imaginer des petits carrés de 1 mètre carré qui présentent ou pas des virus à la fin de la journée. Donc là, l'indicateur sur la contamination des surfaces, c'est-à-dire on va compter la proportion de surfaces qui présente avec un certain nombre de copies de virus. Là, par exemple, si on regarde la proportion des surfaces qui présentent avec plus de 5 logs de copies ARN du virus, si on regarde sur les différentes situations, donc entre 1 mètre de distance entre les deux personnes et environ 2 mètres entre les deux personnes, on peut avoir, par exemple, si on augmente la distance entre ces personnes-là, on peut avoir une réduction de la contamination des surfaces inertes qui passe de environ 10% à moins de 5% en moyenne. De la même manière, si on veut regarder la contamination des aliments, là, pareil, on va compter le nombre de portions d'aliments qui présentent, qui dépassent un certain seuil de copies ARN. Si on regarde sur l'effet de la distanciation physique, on peut voir aussi une petite baisse en fait de la proportion d'aliments qui présentent des copies ARN qui passe de 0,07% à environ 0,03%. Un troisième indicateur que je voulais présenter aussi, c'est par rapport à la capacité de production. Là, en fait, c'est représenté par la quantité totale de morceaux, enfin la quantité de viande, on va dire, produite quand il y a le moins de personnes présentes dans l'atelier par rapport à quand il y a le maximum de personnes, c'est-à-dire le ratio en fait entre la pire et la meilleure situation, on va dire. Donc, si on regarde sur cette variable-là, ici, si on regarde au niveau de la distanciation physique, on n'a pas vu vraiment une observation, enfin, on n'a pas vraiment observé une influence nette de la distanciation physique sur la capacité de production, c'est-à-dire là, ça reste à peu près à 82,5%.
Mais si je passe maintenant au deuxième effet qu'on a voulu regarder, c'est par rapport au port du masque. Cette fois-ci, au lieu de la distance entre les personnes, c'est la proportion d'opérateurs qui portent un masque qu'on a fait varier de 0 à 100%. C'est-à-dire soit tout le monde porte, soit soit personne ne porte le masque. Là, pareil, on regarde sur les trois mêmes indicateurs, sur les contaminations des surfaces des aliments et la capacité de production. Ce qu'on a vu ici, c'est qu'il y a une nette efficacité du port du masque pour réduire la contamination des surfaces et des aliments. Et aussi, le fait de porter le masque à au moins 80%, ça permet de maintenir la capacité de production à un niveau optimisé. Donc, un peu de conclusion ou de transition vers la suite de la présentation. Donc là, comme vous avez pu voir, donc le modèle complet avec toutes ces simulations, il y a on va dire, il y a des pour et des avantages et un peu des limites en fait de cette approche-là. C'est-à-dire, avec ce modèle complet, on a la possibilité de changer des paramètres d'entrée pour simulation les différents scénarios. Donc là, c'est vraiment personnalisable. On peut changer ce qu'on veut avec les paramètres d'entrée, sachant qu'on en a pas mal. On a plusieurs sorties du modèle qu'on peut avoir de manière simultanée pour prédire à la fois la contamination des opérateurs et des surfaces et des aliments par le SARS-CoV-2. Mais comme vous avez pu voir, il y a aussi des limites, c'est-à-dire on a de très nombreux paramètres à renseigner et c'est pas forcément un format très pratique pour faire parce qu'il faut faire avec les lignes de code. Et puis, il y a aussi un temps de calcul important. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, pour, pour pouvoir vous présenter en fait les graphiques jusqu'avant, il nous a fallu environ une dizaine de jours de simulation sur un serveur de calcul. Donc, c'est pour ça qu'on a un intérêt en fait d'appliquer ce modèle complet, réutiliser des données de simulation pour construire un outil de prédiction, cette fois-ci, on va dire simplifié et de manière interactive, basé sur ces résultats de simulation, qui soit accessible et prêt à l'emploi et qui va être focalisé seulement sur certains paramètres clés qu'on va pouvoir modifier de manière un peu plus facilement. Et puis, pour pouvoir des visualisations interactives des résultats. Donc, comme l'a dit You, l'objectif c'est de développer un modèle simplifié. Vraiment, l'élément le plus contraignant, bien sûr, c'est le nombre de paramètres. Encore qu'on pourrait se dire qu'on laisse la main aux responsables et aux personnes que la main que sur certains paramètres, mais surtout le temps de calcul. Comme on a fait, You a fait un ensemble de simulations sur le serveur. On a pu récupérer ces simulations avec un plan d'expérience. On a fait varier. Là, pour l'instant, deux entrées qui sont le port du masque et les distances entre les personnes, qui sont deux mesures de bon sens et assez faciles à implémenter et à suivre dans le cadre, justement, par un responsable qualité, dans le cadre de la food safety culture. C'est-à-dire qu'on peut très bien envisager, et au cours des interviews, je pense que c'était observé aussi, c'est-à-dire que l'importance du port du masque, le port du masque, c'était quelque chose d'un petit peu aussi qui existait avant, qui pouvait exister avant d'ailleurs la présence de SARS-CoV dans les ateliers. Mais aujourd'hui, c'est un indicateur sur lequel on peut assez facilement jouer. Comme vous avez pu le voir dans le modèle américain, et comme on pourrait le faire aussi, la proportion de susceptibles, c'est-à-dire de personnes vaccinées, ou qu'est-ce qui se passe sur le temps long quand l'immunité va baisser et qu'il n'y aura plus de vaccination, on pourrait aussi l'intégrer. En tout cas, le modèle simplifié, on l'a calé sur ces deux paramètres pour l'instant. Avec des inconvénients. Donc, il est simplement accessible pour une situation donnée. C'est-à-dire qu'on l'a établi sur ces modèles simplifiés sur les conditions opératoires que vous a définies You, c'est-à-dire un atelier de 100 personnes d'environ, avec les dimensions un peu moyennes qu'il vous a indiquées. Il n'est pas impossible que derrière, en fonction des avancements, parce que on refasse peut-être des modèles plus grands ateliers et plus petits ateliers, mais là, c'est le scénario un petit peu moyen qu'on a pu observer. Donc, en tout cas, il est valide dans cette gamme-là d'ateliers. Et une des limites aussi de notre modèle simplifié, c'est que
Du coup, l'a très bien montré, et c'est ce qui est d'ailleurs fascinant avec le modèle agent-based, c'est-à-dire que pour un même jeu de paramètres, une même situation épidémiologique, vous pouvez générer avec les mêmes conditions, rien que par le côté aléatoire d'une personne qui justement va porter le masque ou pas le masque alors qu'elle est forte excrétrice de SARS-CoV, vous allez faire un cluster ou vous n'allez pas faire un cluster. Pour des mêmes conditions initiales, toutes choses étant égales par ailleurs. Rien que le côté aléatoire, effectivement, et du comportement. Et notre modèle, en tout cas simplifié, lui, il raisonne sur les effets moyens. C'est-à-dire qu'il ne capte, le modèle qui a été établi mesure l'effet effectivement du port du masque et de la distanciation sociale sur 3 paramètres. Donc on a travaillé. La première, c'est la proportion de surface contaminée au-delà d'un certain seuil. Et le seuil, pour l'instant, il est fixé à 5 log copie génome par unité de surface. Alors pourquoi cet indicateur Alors historiquement, on sait que on s'est beaucoup posé de questions sur le potentiel de transmission alimentaire de SARS-CoV. On n'a aucun élément d'ailleurs à avancer là-dessus. On n'a pas de preuve qui indique cette transmission. Il n'empêche que certains opérateurs à l'étranger et certains Français aussi qui doivent exporter à l'étranger ont pu, je pense, être amenés à faire des recherches de SARS-CoV dans certains secteurs en tout cas, sur les emballages ou même dans les produits. Même si en termes de risque, on n'est pas sur quelque chose de forcément pertinent, mais c'est un indicateur en tout cas qui est intéressant. Et là, donc ce modèle simplifié permet simplement, donc on a donc fait tourner le serveur plusieurs jours, plusieurs semaines pour établir ces sorties, et sur la base de sorties et des paramètres de notre plan d'expérience, pourcentage de port du masque, distance entre les personnes, symbolisé par la distance de la table de découpe, on a pu établir un modèle simplifié, une surface de réponse, qui donne une indication. Alors bien sûr, plus vous êtes rouge, moins bien c'est, et ces deux caractéristiques. Donc finalement, dans le cadre de la food safety culture, il faut un outil simple. Il faut un outil sur lequel en fait le responsable qualité puisse s'appuyer de façon à pouvoir avoir un indicateur en disant en ce moment, bravo, on continue, on est bien. Attention, on dérive, il faut remettre le masque. Ou attention, vraiment là on est en situation épidémique, il faut continuer à faire vraiment attention. Donc on a ces surfaces de réponse qui sont établies. On l'a fait également pour la proportion de viande contaminée. Donc en plus des surfaces, donc c'est-à-dire le nombre vraiment d'unités de viande qui sont contaminées. Et on l'a fait également pour le nombre de personnes atteintes dans l'atelier, l'indicateur donc sur les 100 opérateurs. Si on regarde le nombre cumulé sur 42 jours, en fait, quel est le nombre aussi d'opérateurs qui vont être touchés. Sachant que c'est quelque chose sur lequel on a pu échanger aussi, la déclaration des clusters dans la première année en 2020, elle était en lien avec certaines valeurs seuil. Et encore une fois, quand on est autour de 25, en dessous de 25 personnes, on est dans une situation qui est peut-être encore pas trop catastrophique. Entre 25 et 40, on est dans une situation qui commence à devenir un peu embêtante, et après, on va avoir des difficultés, ne serait-ce que logistiques, sur les opérateurs. Donc derrière, ce modèle, il a été proposé via une interface Shiny App, donc qui est une interface gratuite. Donc là, vous avez le lien qui est ici, et je vais changer d'écran. Je vais passer sur le partage d'écran en direct j'espère qu'on va bien voir. Hop. Donc là, voilà, vous voyez, je pense que vous devez voir l'écran. Vous voyez mon application. Donc en fait, c'est une application en ligne. Si vous repérez l'adresse, vous pouvez directement y accéder et l'utiliser. Et donc, il y a simplement 2 paramètres à rentrer pour l'instant dans cette application. La distance, la longueur de la table, qui caractérise en fait la distance entre les personnes. On est effectivement sur une table qui est donc soit de 10 mètres, soit 20 mètres, ce qui revient à une distance entre les personnes de 1 mètre ou 2 mètres autour de la table, des tables de découpe dans l'atelier. On a mis en tant que paramètre effectivement aussi le taux de port du masque à 60% dans la situation de départ.
Et graphiquement, vous avez la position de l'atelier, c'est-à-dire que si on a un responsable qualité qui suit justement ces règles de distanciation, qui fait un tour d'atelier et qui va globalement estimer le taux de port correct du masque dans les opérateurs et dans les bureaux et dans les gens de la maintenance globale, on va pouvoir effectivement se positionner par rapport, est-ce qu'on est au-delà du seuil de 25 qui commence à devenir un seuil à partir duquel on va avoir une déclaration officielle de cluster, ou on est dans une situation bien pire qui va en fait générer en fait des arrêts de travail et peut-être même l'arrêt de la chaîne de production. Donc simplement, tout ce qu'il y a à faire, effectivement, c'est si on insiste sur le changement de distance, donc vous voyez que on, on passe dans une autre zone effectivement, donc un nombre plus faible d'opérateurs. Si j'augmente également le port correct du masque, je vais me retrouver en fait avec un nombre de personnes cumulées sur les 42 jours qui devient aussi extrêmement faible, en dessous de 10 personnes. Et à l'inverse, si je reviens sur donc des conditions plus standards de distance et puis sur des taux de port du masque qui deviennent effectivement non satisfaisants et s'il n'y a même plus tout de port du masque, on va se retrouver finalement sur des situations dans lesquelles on va pouvoir en fait alerter. Et cet outil, il est utile à deux titres, c'est d'une part d'évaluer justement certains paramètres qu'on peut observer dans l'usine, excusez-moi. Et puis d'autre part pouvoir communiquer. Alors l'interface elle est perfectible encore. On a dans l'idée aussi, dans l'échange qu'on aura avec vous aussi, peut-être aussi d'avoir votre retour là-dessus, retour d'expérience, peut-être de simplifier, de définir simplement 3 zones, une zone rouge, une zone orange, une zone verte, et effectivement que d'avoir directement ces situations et de se servir de cet outil comme outil de communication. Pour pouvoir, encore une fois, dans le cadre de la justification, dans le cadre de l'augmentation de la culture, c'est OK, on vous embête sur des distanciations sociales, on vous embête tout sur le port du masque, pourquoi on le fait en fait? Et le fait justement d'avoir un indicateur sur lequel s'appuyer, très simple, en disant OK, la situation est maîtrisée, on continue comme ça, il est important qu'on maintienne. Et si justement on voit que la situation dérive par rapport à, justement au respect des distances ou au port du masque et qu'on commence à aller dans la zone rouge, on peut, en tant qu'outil, se servir de cet outil en communication, justement pour communiquer auprès de tous les opérateurs et de tous les agents de l'entreprise, pour prévenir justement l'apparition d'un éventuel cluster qui devient hautement probable quand on réduit ces paramètres. Donc je vais copier-coller d'ailleurs le lien et le mettre dans le chat pour que vous puissiez commencer à... Donc là, c'est simplement sur un des 3 indicateurs, le nombre de malades sur 42 jours, donc cumulé sur une entreprise qui en fait 100, avec 2 paramètres. Bien sûr, on aura les 2 autres indicateurs qui seront proposés dans l'application, avec des évolutions potentielles. Pour l'instant, elle est en anglais. En fait, elle était en français, elle est passée en anglais pour des questions juste donc techniques pour pas avoir de soucis d'apparition d'accent sur l'application. Mais elle sera bien sûr mise en français. C'est l'essentiel de la communication, on fait pour ça. Et en tout cas, voilà, on le propose comme outil d'évaluation, en tout cas, et de communication pour les personnes justement qui doivent communiquer autour de la prévention de SARS-CoV dans les entreprises agroalimentaires, notamment dans le cadre de la food safety culture. Voilà, donc un outil qui permet de mesurer l'impact des comportements. Je copie du coup le lien dans le chat si vous voulez. Après, peut-être qu'il y a un certain nombre d'opérateurs, d'ailleurs, on est sans doute limité, je crois que c'est plus de 20 personnes qui se connectent, je crois que c'est limité à 5 en même temps. Mais en tout cas, le lien il est actif et il sera voilà. Si vous pouvez pas vous connecter tout de suite parce qu'il y a trop de monde entre guillemets, vous pourrez le faire plus tard. Et c'est une première version qui bien sûr est amenée à être améliorée et justement on attend vos retours aussi pour justement mieux la développer. Alors oui, c'est nombre de personnes malades sur 42 jours, pardon, il y a un problème d'affichage, c'est sur 42 jours. Je vais repartager ma présentation avec
avec voilà. Donc en fait, on est sur cet indicateur. Hop. Voilà, nombre de personnes malades sur 42 jours parmi les 100, cumulé. C'est-à-dire que si on regarde sur 42 jours, on faisant le cumul de toutes les personnes qui ont fait que ce soit au cours de la première semaine ou de la dernière semaine, peu importe. En tout cas, on fait le cumul de du nombre de malades sur les 100 comme indicateur. Encore une fois, quand on a trop d'opérateurs qui deviennent malades, il y a des problèmes de logistique, ce qui s'est passé en fait. Hein. Certains ateliers, dans le cadre des clusters, quand il y a trop de personnes touchées, potentiellement, faut faire. Alors, il y a toujours la possibilité de faire appel à des personnes extérieures, mais ça devient vite compliqué en termes de gestion, en termes de production, et surtout en 2020. C'est ce qui s'est passé surtout à l'étranger, avec des problèmes en fait d'arrêt complet des ateliers, qui entraînent des conséquences économiques. Et cet indicateur nombre de malades sur 42 jours, en tout cas, il se veut comme un indicateur aussi du potentiel de se rapprocher d'une limite qui devient compliquée à gérer en termes de ressources humaines. Encore une fois, dans le cadre d'une situation d'un atelier de 100 personnes. Voilà. Après, il sera sans doute nécessaire, nous-mêmes, n'en serait-ce qu'encore dans le modèle, de tester aussi l'impact de la taille de l'atelier, ne serait-ce que pour les simulations du modèle complet de la John-Blaze Model. Le modèle, il est vraiment modulable dans ses dimensions, dans son nombre d'opérateurs. Et peut-être aussi que l'efficacité dans le cadre d'un plus petit atelier ou de plus grands ateliers, ça sera à tester. Et en fonction de la sensibilité des éléments, on remettra aussi d'autres éléments dans l'application Shiny en ligne pour pouvoir justement avoir des éléments pertinents de communication.